c'est le week-end de la nuit des étoiles. Pour cette occasion, je me trouve à l'Observatoire astronomique de Paris, en partenariat avec Ciel et Espace, qui vous propose 20% de réduction sur l'abonnement papier et numérique, et 30% de réduction sur l'abonnement seulement numérique, avec en plus un accès à tous les anciens numéros du magazine sur cieletespace.fr. Toutes les informations sont en description. Bonjour, bonsoir tout le monde. Encore une fois aujourd'hui, nous sommes à l'Observatoire astronomique de Paris, toujours sous ce magnifique grand réfracteur de 9 mètres, parce que c'est toujours le week-end de la nuit des étoiles. Et on a déjà parlé de beaucoup de choses jusqu'à maintenant, mais comme c'est la nuit des étoiles, on va peut-être essayer de parler un petit peu du ciel quand même, et du programme de ce week-end et de ce qu'il est possible de voir, enfin s'il fait beau chez vous. Et n'oublions pas non plus que la nuit des étoiles est organisée dans la période de l'essaim des Perséides. Si vous voulez voir des étoiles filantes, c'est le moment. Et ça tombe bien parce que nos invités d'aujourd'hui sont, je sais pas, on va dire quand même des spécialistes un petit peu du sujet. Ouais, presque. Voilà, aujourd'hui nous avons François, j'ai oublié ton nom de famille. Colas, merci. Et Brigitte, que j'ai oublié ton nom de famille aussi. Zanda, merci. Qui ont tous les deux participé à l'élaboration du programme Fripon, si je dis pas de bêtises, ainsi que Vigiciel, oui. Voilà, qui sont des programmes qui visent à détecter, à comptabiliser, je sais pas comment dire, les entrées de bolides dans l'atmosphère et essayer par triangulation, peut-être même, de ramasser des cailloux si jamais ils arrivent jusqu'au sol. Essayez. Ouais. Essayez, c'est ça. Et comme c'est une habitude maintenant, je m'occupe un petit peu de la réalisation de tout le bordel machin et j'ai 5 heures de route dans les pattes. Et donc je suis aidé aujourd'hui par Jacques-Olivier, pareil ton nom de famille, je vais pas l'écorcher, Baruch, merci, qui va s'occuper de notre interview aujourd'hui. Et moi je vais me contenter, comme c'est l'habitude maintenant, de raconter des conneries. Donc ma foi, Jacques-Olivier, c'est parti. Je te laisse la parole. Alors effectivement, donc les 6, 7 et 8 août sont les nuits des étoiles. Il y en a 3. Oui, c'est ça. Il y en a 3, il n'y en a pas qu'une. Pour observer, pour inviter tous les passionnés du ciel à observer le ciel avec les amateurs d'astronomie et avec des professionnels des fois. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir voir pendant ces 3 jours? Déjà la Lune, elle en est où, François? Eh ben, la chance qu'on a cette année, c'est que c'est la nouvelle Lune le 8 août exactement. Donc on va avoir une nuit noire complète, donc ça c'est bien, parce que c'est pas à chaque fois la même chose. Et ensuite on a 2 belles oppositions de planètes, là. Donc il y aura aussi Jupiter et Saturne qui seront visibles toute la nuit. Donc ça, il y aura de quoi faire, ça va être très, très sympathique. C'est une bonne année, c'est pas tout le temps comme ça où ça se configure bien en fait. Si on commence à observer en début de soirée, on les verra pas ou elles seront juste levées? Comme elles sont en opposition, Jupiter et Saturne vont se lever en début de soirée. Donc il faudra peut-être attendre un petit peu pour qu'elles soient un peu plus haut dans le ciel, mais ça va être assez rapide, quoi. Donc, d'accord. Puis on attendra au mois d'août, plus ça sera haut. Alors je vais juste faire une petite parenthèse technique, fais juste gaffe de pas marcher sur l'enregistreur. Ah oui. D'accord. Très bien. Donc on aura Jupiter, on aura Saturne, où on sera Mars, où on sera Vénus. Alors Mars, en fait, c'est en gros une année sur 2 qu'il est bien observable, et cette année, c'est pas de chance. Voilà, c'est mauvaise pioche, donc Mars va être limite un petit peu, mais ça va être, non, ça va pas être visible en fait. Et Vénus, ça va pas être terrible non plus. Bon, on a bien été servi l'année dernière avec la belle opposition de Mars, qui était très bien. On aura Jupiter et Saturne plein pot là, donc voilà, on n'a pas tout à la fois. Non, mais en vrai, pour une nuit des étoiles, les géantes, c'est pas mal parce que justement, elles sont géantes. C'est vrai que Mars, c'est une planète que tout le monde veut toujours voir, mais elle est quand même petite dans un télescope au regard de ce que peut donner Jupiter ou Saturne. Et en plus, comme la nouvelle Lune, celle de 8, si on attend un petit peu, on va voir la Lune qui grossit, on va vers jusqu'au premier quartier, et c'est toujours très sympa, le premier quartier, parce que c'est là, elle est en début de nuit, c'est sympa aussi. Donc on aura aussi la Lune. Voilà. D'accord. Au niveau du ciel, alors qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des étoiles, au-delà du système solaire? Alors au-delà des étoiles, en fait, l'été, c'est une période favorable pour la Voie lactée, parce qu'elle passe haut dans le ciel, parce qu'elle passe dans la constellation du Cygne. On la voit très bien. Il y a même ce Y là, qui est au niveau de la constellation du Cygne, où ça passe très haut dans le ciel. Il y a le triangle d'été, donc il y a Vénus,
Vénus. Vega. Vega. Le triangle d'été, donc avec Vega, Altaïr et Deneb, en fait. Et donc ça, c'est Deneb dans le signe, dans justement. le signe, exactement. Donc ça se voit très bien. Et puis si on attend un petit peu, c'est ça qui est amusant. Moi j'aime bien ça le mois d'août, c'est que si on attend tard, on commence à revoir les constellations de l'hiver. Là, on se dit ça, l'hiver qui revient. Donc et ça c'est toujours, moi j'aime bien en fait. Là. Puis on voit aussi les constellations comme le Sagittaire, enfin, des constellations du sud un peu là. Et puis il y a aussi, il y a Andromède qu'on va voir, et dans Andromède il y a quand même un objet très particulier qu'on peut voir à l'œil nu. Voilà, donc il y a la galaxie d'Andromède qu'on peut voir aussi, qui est une. Bon, c'est toujours amusant. Les personnes me demandent toujours qu'est-ce qu'on peut voir le plus loin avec un télescope. Et je dis même déjà à l'œil, on peut voir une galaxie qui est vraiment très loin. Et ça, c'est quand même assez magique de pouvoir la voir. Avec des jumelles, c'est mieux quand même. Bon, après, à l'œil nu, bon, ça dépend de la qualité du ciel, mais il y a quelques nébuleuses qu'on peut commencer à deviner, notamment au sud, en plein dans la Voie lactée. Moi, ce que je conseille, si vous avez un site sombre, en fait, c'est se balader avec des jumelles dans la Voie lactée, justement, là, au niveau du Sagittaire, du Scorpion. Il y a quand même plein de choses à voir dans cette zone-là. Il faut avoir un ciel relativement clair, parce que c'est quand même pas très haut sur l'horizon. Ouais. Plus on est au sud, voilà. plus c'est. Alors, techniquement, je dirais même, il faut éviter de se trouver au nord d'un gros patelin. Voilà. Parce que c'est le patelin qui va faire chier avec sa pollution lumineuse. Si on se trouve au nord et qu'on veut observer des objets au sud, c'est un peu emmerdant. Donc il vaut mieux essayer de se trouver au sud, justement, des gros patelins alentours. Donc les Parisiens, va falloir partir banlieue sud. Les Belges, c'est pas compliqué. De toute façon, vous allez au sud, parce que chez vous, c'est dégueulasse. Mais la majorité des beaux objets étant quand même au sud, essayer de foutre la pollution lumineuse au nord. Disons ça comme ça. Un conseil, il y aura à peu près 200 sites qui vont être ouverts dans toute la France, hein, dont les adresses sont sur le site de Ciel et Espace ou de la Astronomie. Et donc on peut retrouver le club qui organise des observations. Il sera forcément au sud s'ils sont capables d'organiser leur truc un peu correctement, ils seront au sud. Et alors surtout, ce qui va être sympa, parce que je sais qu'on me pose régulièrement la question, qu'est-ce que tu conseilles comme télescope? Et je réponds toujours la même chose, il vaut mieux aller voir dans un club ce qui se fait pour se rendre compte de ce que c'est quand même un bon télescope. Et donc là, c'est le moment ou jamais. Alors on peut aussi regarder quand même à l'œil nu. Et à l'œil nu, pour ces 30 ans des Nuits des Étoiles, on revient aux sources, et c'est les étoiles filantes. Une étoile filante, c'est quoi, Brigitte? Alors, c'est un fragment rocheux, un morceau d'une comète qui pénètre dans l'atmosphère. Ah non, ça n'a rien à voir avec les étoiles, c'est juste le côté ponctuel, mais c'est un objet qui, en revanche, se déplace très vite par rapport à une étoile. Et donc, c'est un fragment de caillou qui rentre dans l'atmosphère, qui va comprimer l'air tellement fort que cet air va s'échauffer, va se mettre à briller. Et donc, c'est un objet qui traverse la haute atmosphère et qu'on voit vraiment à beaucoup de distance et qui n'atteint pas le sol, en règle générale. Et d'où vient ce petit caillou? Alors, s'il y en a beaucoup au moment de la nuit des étoiles, c'est parce qu'il y a beaucoup de petits fragments de comètes qui ont été laissés par une comète sur sa trajectoire et que la Terre prend de plein fouet ces fragments de comètes qui donc rentrent dans l'atmosphère et sont attirés par la Terre. Donc, c'est des fragments de comètes. Alors, à cette époque de l'année, on les appelle les Perséides. Pourquoi les Perséides? Parce qu'elles ont l'air de venir de la constellation de Persée. En réalité, c'est pas du tout vrai, hein. C'est une illusion d'optique, bien sûr. On se déplace à l'intérieur de ces objets. Alors, c'est comme quand vous êtes dans votre voiture, vous avez l'impression que les flocons de neige, ils arrivent tous d'un même endroit. De la même manière, ces fragments de poussière, ils ont l'air de tous venir d'un même endroit. Et cet endroit a l'air d'être dans la constellation de Persée. Mais la réalité, c'est c'est qu'elles viennent d'un endroit sur la trajectoire de la Terre, en fait. Et pourquoi les Perséides sont si connus? Alors, je pense que c'est simplement, l'été. Voilà, exactement, c'est le moment le plus favorable pour observer les étoiles filantes, parce que évidemment, ces objets, on va pas les voir quand il est parti du moment où il va y avoir beaucoup de nuages. Donc, il y a quand même une pluie pas ultra intense, mais un petit peu intense, et qui se produit pendant les mois d'été. Donc, le ciel en général est dégagé, puis les gens sont en vacances aussi, ils sont en dehors des villes, parce que la ville, c'est quand même pas l'endroit le plus favorable pour observer ce genre d'objets. Donc, ces poussières sont disséminées tout au long de l'orbite de la comète. Et là, c'est oui. La comète, comment ça s'appelle? Ici, dans ce cas-ci précis, il s'agit de la comète de Swift-Tuttle.
mais il y en a plein d'autres. Oui, il y a plusieurs périodes dans l'année. Alors là, pour le coup, ce serait plutôt la spécialité de François de dire quelle comète à quel moment correspond, mais la Terre croise beaucoup de trajectoires. Il y a différentes périodes dans l'année dans lesquelles on peut observer des étoiles filantes, à condition d'avoir un ciel favorable. François, justement, par rapport à ce que disait Brigitte, l'IMCCE, dont vous faites partie, c'est-à-dire l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, est un laboratoire, mais qui a comme service à donner aux astronomes professionnels et puis à tout le monde de calculer les éphémérides des planètes et même des essaims de comètes. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on peut prévoir justement la force de cet essaim de comète au moment de cette année? En fait, il y a deux façons de faire. Il y a une façon relativement simple qui est effectivement de regarder quand est-ce que la trajectoire de la comète croise la trajectoire de la Terre. Donc ça arrive toujours au même moment. Donc en fait, pour les Perséides, en gros, c'est le 12 août. Hein. Et puis, et après, en fait, c'est un peu plus subtil parce que le nuage, il n'est pas uniforme en fait. Il y a de la poussière qui va être éjectée lors d'un passage de la comète proche du Soleil, ou lors d'un autre. Donc en fait, il faut considérer ce nuage comme en fait un tas de sous-nuages en fait. Et donc la Terre, elle va passer à travers ça et elle peut passer en deux nuages ou percuter un nuage très fort et avoir une très grosse activité. Donc en fait, c'est ça qu'on arrive maintenant à faire justement avec les gros calculateurs, c'est arriver à prédire en fait dans quel sous-nuage en fait on va passer. Parce qu'en fait, il y a un truc qui... Ah tiens, on a un ami qui s'invite, on a une disqueuse qui va nous tenir compagnie pendant cette vidéo, c'est génial. Bon, alors oui, il y a un truc qu'il faut bien se dire quand on visualise comme ça le fait de traverser la traînée d'une comète, c'est qu'on s'imagine bien la trajectoire de la comète et la Terre qui passe au travers. Mais il ne faut pas s'imaginer non plus que ces cailloux lâchés par la comète sont statiques. Eux aussi, ils orbitent autour de la Terre. Et donc, c'est la conjonction de ces deux trucs qu'il faut calculer, en fait. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que comme ils sont très petits, en fait, ils sont très influencés par la pression solaire, voilà, par la pression de radiation. Donc en fait, ils ont pas du tout, ils ont en gros la même orbite que la comète, mais en fait rapidement, ils vont s'écarter de cette comète. Et donc en fait, la poussière, ça va remplir en fait l'ensemble de l'orbite, et puis aussi ça va grossir. C'est pour ça que les Perséides, ça dure plusieurs jours, par exemple. Ça dure pas juste le moment où les deux trajectoires se rencontrent. Ça va durer une semaine de chaque côté. Et ça me fait penser, Swift-Tuttle, c'est quand la dernière fois qu'elle est passée? C'est quand la prochaine fois qu'elle passe? Alors Swift-Tuttle, la période c'est 130 ans, il me semble. Il faudrait que je vérifie, mais c'est 200 degrés. Et donc la dernière fois qu'elle est passée, c'était juste à la fin du XXe siècle. Hein. Alors, pose une colle, je ne vais pas dire de conneries, il faut que je regarde sur mon téléphone. Ouais, non, mais à la limite, la date exacte, c'est pas grave. En mais gros, ça veut dire en gros, c'est dans les années 80, moi je me rappelle, je l'ai observé depuis du midi. Ça veut dire concrètement que les pour nous, est c'est encore mort, relativement dense, quoi. Ouais. Enfin, pour nous, pour le retour, pour nous, on va pas, c'est pas. Ouais, c'est mort, quoi. C'est mort. Enfin, c'est nous qui serons morts. Même la comète de Halley, ça va être compliqué. Et en fait, pour en revenir à ça, par exemple, aux pluies d'étoiles filantes, par exemple, il y a la pluie des Géminides qu'au mois de décembre, qui est en fait bien plus impressionnante que les Perséides. Mais bon, c'est le mois de décembre, il fait froid. Oui, mais ça a quand même des avantages parce qu'en décembre, il fait aussi plus nuit. Ouais. Donc le ciel est aussi plus... Parce que le ciel est plus calme en général. Ouais. Moins turbulent. La nuit des étoiles, c'est bien en été, et évidemment, les gens sortent et tout, mais c'est quand même dans une période où la nuit est très courte. Et la nuit n'est pas très sombre non plus. Et il faut aussi considérer un truc, c'est que en été, l'air est plus chaud, enfin quand il fait beau, mais plus chaud et donc plus turbulent et donc complique les observations. Alors qu'en hiver, l'air est plus stable, on a moins les effets de distorsion dans les instruments et la nuit dure plus longtemps. On peut observer plus longtemps et il fait plus nuit aussi accessoirement. Par contre, c'est vrai qu'on se pelle les miches, donc c'est plus compliqué. Le Géminide, il est assez étroit, il dure 2 heures, donc en fait, si on regarde bien, bon, on essaye de bien se couvrir, mais ça dure pas trop longtemps et c'est impressionnant. Et là, Brigitte, l'avantage d'observer les étoiles filantes en été, c'est que pour observer, il faut s'allonger et puis rester tranquille. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Donc c'est quand même plus facile l'été que l'hiver. Bah ouais. Alors, il y a des étoiles filantes qui sont très grosses, qu'on appelle des bolides. Oui. C'est quoi ça? Alors ça, c'est quand il y a un fragment plus gros. Alors ça peut être des morceaux de comète, mais jusqu'ici, on n'en a pas vraiment détecté qui soit tellement intense que ça puisse parvenir jusqu'au sol et lâcher un objet. Mais normalement, quand on a des objets qui sont très gros, ils vont pas avoir le temps d'être vaporisés dans l'atmosphère, donc ils vont pouvoir atteindre le sol et ils vont lâcher une météorite au sol. Le pierre qu'on va retrouver au sol, ça va être une météorite. C'est là où on dit que la météorite, c'est forcément un objet qui tombe au sol. Ah oui, une météorite, c'est un objet rocheux, métallique, mais enfin rocheux, qu'on trouve au sol.
Voilà, tant que ça n'a pas atteint le sol, bah, ça peut encore être vaporisé, donc ça n'est pas une météorite. En fait, si on veut parler d'étymologie, un météore, c'est un phénomène qui se passe dans le ciel, d'où la météorologie, l'étude des phénomènes qui se passent dans le ciel. Et la météorite, avec le suffixe "ite", sous-entend que c'est une roche, donc qui tombe du ciel. C'est le produit d'un météore. Voilà. En fait, c'est le produit d'un météore, donc un bolide, c'est-à-dire c'est une très très grosse étoile filante. Par contre, on a expliqué ce qu'était un bolide, que c'était une grosse étoile filante, mais on va peut-être quand même donner une notion de taille. C'est quoi l'objet qui crée une étoile filante? C'est quoi l'objet qu'on commence à considérer comme un bolide? Alors ça va dépendre beaucoup de son angle d'incidence, de sa vitesse. Donc pour créer un bolide et qui est effectivement un objet susceptible d'arriver au sol, il faut quand même arriver relativement lentement. Parce que si vous arrivez trop vite, ben vous allez être quasiment vaporisé de manière instantanée. Donc la taille, bon, je sais pas, François, tu dirais quoi? Ouais, faut que ça fasse au moins 20-30 cm. Pour que ça fasse un ballon de basket. Et encore, c'est ça. Et encore, c'est pas sûr. Hein. Oui. Et beaucoup d'objets qui font 20 cm n'atteindront encore pas le bien sol. entendu, ça va dépendre de leur nature. Si c'est un objet ferreux qui est très dense ou c'est un caillou qui est beaucoup plus poreux, ben, le résultat va pas être... Tout à fait. Donc, énormément d'objets se fragmentent. En fait, presque tous les objets, sauf que ceux qui sont vraiment compacts, un matériau vraiment compact, effectivement, les fers. Et même les fers peuvent être pulvérisés. C'est le cas de la météorite de Psychotéaline où on a des milliers de morceaux. Mais non, typiquement, si l'objet se fragmente beaucoup, bah, chaque bout va être abrasé et il n'y a pas forcément quelque chose qui atteint le sol. Alors vous, justement, au Muséum d'Histoire Naturelle, vous êtes cosmochimiste au Muséum d'Histoire Naturelle, vous recherchez les météorites, et vous avez initié aussi avec François un programme qui s'appelle FRIPON, qui veut dire Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network. Voilà. En français, c'est un programme d'observation des météores et de recherche des météorites au sol. Dont l'une des caméras se trouve ici sur le toit de l'observatoire. Absolument. Et donc l'intérêt... Donc c'est un système de caméras réparti sur toute la France? C'est un système de caméras réparti sur toute la France. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que au 19e siècle, à partir du moment où on a su que les météorites, c'était vraiment des fragments de corps planétaires qui pouvaient nous renseigner sur l'origine et l'évolution du système solaire. À partir du moment où on a commencé à comprendre ça, c'est-à-dire le début du 19e siècle, on en a, pendant le 19e siècle, on en a récolté 45. Et puis après, les gens ont commencé à être de moins en moins dehors. Et au XXe siècle, on est tombé à une météorite tous les 10 ans au lieu d'une tous les 2 ans, en gros, qui était retrouvée. Et donc, quand on a réalisé ça avec François, on s'est dit, il faut remplacer les observateurs qui ne sont plus dehors, qui ne voient plus les objets, par des caméras, avec le fait qu'évidemment, maintenant, c'est possible d'avoir des caméras vidéo et donc un matériel qui n'est pas extrêmement coûteux. Parce qu'il y a eu des systèmes, des réseaux d'observation beaucoup plus anciens, mais qui impliquaient des énormes appareils qui coûtaient extrêmement cher, comme le réseau qu'il y a eu aux États-Unis et qui finalement a permis de retrouver une météorite. Et puis ça a été fermé en fait, ce réseau, mais parce que c'était un système ultra compliqué. Alors que là, on parle concrètement de grosses webcams avec un fisheye dessus. Exactement, exactement. Il y a un petit ordinateur derrière pour pouvoir faire le tri des données, voir qu'est-ce qui est important. Donc quand on a un bolide ou une étoile filante vraiment de taille importante, l'ordi va dire à partir de là tu comptes, et après donc on va isoler la partie de vidéo avant, après, pour avoir tout l'événement, et puis le reste des images, on en garde une toutes les 10 secondes pour avoir vraiment une photo du ciel, savoir exactement où est le bolide, parce qu'il va falloir effectivement après pouvoir trianguler, mais toutes les autres images sont pas conservées parce que ça pose un problème de quantité de données à transférer, surtout parce que c'est pas si facile que ça. Il faut comprendre que le réseau fonctionne en temps réel. Rien qu'en France, on a une centaine de caméras, on en a aussi à l'étranger, donc ça fait beaucoup de données à faire transiter sur Internet, donc on est obligé de choisir celles qui sont vraiment importantes, qui ont vraiment un sens, qui ont vraiment une utilité. Donc le but, c'est pas forcément simplement de les observer, mais c'est d'aller rechercher s'il y a quelque chose au sol. Ah bien sûr, alors le but c'est qu'on va voir ce bolide à peu près à partir de 100 km d'altitude jusqu'à environ 20 km d'altitude, parce qu'à partir de 20 km d'altitude, l'objet est tellement ralenti qu'en fait le bolide va s'éteindre, l'air n'est plus assez comprimé, plus assez chauffé, donc l'objet va s'éteindre, mais il va continuer à tomber, alors en principe en chute libre, sauf qu'il y a les vents dominants qui vont le déporter plus ou moins au cours de cette trajectoire. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on observe vraiment cette
partie visible, donc on la reconstitue par rapport aux étoiles, donc il y a un travail de triangulation, et ça on est très fort en mécanique céleste, pas seulement à l'IMCCE, mais vraiment, je pense que ça les astronomes sont très forts en mécanique pour savoir calculer les trajectoires, et donc après on peut l'extrapoler vers l'arrière, donc savoir d'où viennent les objets, ça c'est important, essayer de faire des statistiques sur quels sont les objets qui nous alimentent, et donc on s'aperçoit qu'on a des objets dits sporadiques, c'est-à-dire qui arrivent à n'importe quel moment, et puis des objets périodiques qui correspondent aux pluies d'étoiles filantes. Les pluies d'étoiles filantes, on les retrouve évidemment dans les observations de Fripon. Donc on va calculer d'où ça vient, mais on va aussi calculer bien sûr où ça va. Et pour calculer où c'est tombé, il va falloir avoir toutes ces informations météo sur les vents pour pouvoir dire l'objet il s'est baladé plus ou moins ici et là. Et là on va prédire une zone de chute. Et puis c'est là qu'on va effectivement aller les chercher. C'est vous qui allez les chercher ou vous demandez l'aide de tout le monde? Alors, c'est un mélange des deux en fait. Pour le moment, on a fait quelques recherches de test, une ou deux vraies recherches grandeur nature, et on est allé sur le terrain. François y va à chaque fois, je pense. À terme, il y a quand même l'idée que c'est plutôt les locaux et le public qui va nous aider dans cette recherche, parce que par le passé, quand j'ai parlé d'une météorite tous les 2 ans au 19e siècle, c'était les citoyens qui trouvaient. Les scientifiques, ils n'étaient pas sur place, ils étaient avertis, parce que typiquement, la personne d'abord les gens voyaient les objets tomber, ils étaient très observateurs, ils reconnaissaient qu'il y avait un objet qui était nouveau, qui était spécial, qui était différent, et puis ils allaient voir le pharmacien, le curé, l'instituteur, et ça remontait, l'info remontait jusqu'à des scientifiques qui pouvaient après dire ça c'est une météorite, c'est intéressant, on va aller la chercher. Donc on avait les informations à cette époque-là, et ça venait de citoyens curieux. À l'heure actuelle, on ne peut pas remplacer les gens sur le terrain par des caméras, donc il faut des citoyens curieux, et l'objectif du programme Vigiciel, c'est justement d'alerter les citoyens sur comment on reconnaît une météorite et pourquoi c'est intéressant de les étudier et comment les reconnaître et de les impliquer dans cette recherche. Donc chacun d'entre nous peut participer à cette recherche. Alors chacun d'entre vous peut participer, après il y a quand même un minimum de choses à savoir, mais c'est des informations qu'on fournit aux locaux. En particulier, on a une foire aux questions, on a des petits prospectus qu'on distribue, et puis sur notre site, il y a plein d'informations. Et puis on a des relais partout en France qui ont du matériel pédagogique, en particulier des météorites qu'on leur a fournis pour pouvoir former les publics et les aider à aller sur le terrain. Parce que quand on a zéro formation, on peut y aller, bien sûr, et on peut trouver des informations, mais c'est plus compliqué que si on a appris un petit peu quand même. Là, on a notamment le cas des gens qui trouvent des marcassites et qui pensent avoir trouvé une météorite, ce genre de choses. Mais ça, je voudrais juste dire que il y a déjà 2 vidéos là-dessus sur la chaîne qui sont très longues d'ailleurs. C'est des vidéos fleuves qui doivent faire presque 1 heure chacune, avec Gilles Munch et Eric. et qui donc et Eric Maillot, absolument, c'est ça. Ils expliquent en détail la recherche des météorites, que ce soit avec les systèmes Fripon, Vigiciel au sol, etc. et la différence entre une météorite et un caillou noir. Voilà, donc les 2 vidéos sont toujours en ligne, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Alors, quels sont les résultats pour l'instant déjà de Vigiciel? Depuis combien de temps ça fonctionne? En fait, ça fonctionne, on a commencé à installer les caméras il y a 5 ans, et après ça fonctionne vraiment à plein régime depuis 2 ans, je dirais. Et donc en fait, il y a dans les produits qui sont produits justement par le réseau, il y a effectivement les gros événements qui peuvent produire des météorites, donc ont provoqué des recherches là. On a eu 2 là cette année. Mais il y a aussi en fait le fait qu'on des recherches avec des résultats ou sans résultats? C'est sans résultat pour l'instant. En France, sans résultat en France. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on va chercher sur le sol, en fait, on pense que c'est facile de loin, là, mais en fait, c'est assez compliqué. Et puis il y a toujours des endroits compliqués. Ça peut tomber dans les fourrés, dans l'eau, quand on y va, on est loin d'être à 100% sûr de récupérer quelque chose, même si on sait qu'elle est tombée là. On en est intimement persuadé. On sait qu'elle est là, mais il y a des barres d'erreur. Et dans ces barres d'erreur, sur le terrain, ça peut tomber dans des endroits compliqués. Et ensuite, quand il y a des gens qui recherchent, on n'est pas non plus à 100% de recherche quand on cherche toute une journée. En fin de journée, on est fatigué, on n'est pas forcément... Parce qu'on a fait des tests comme ça en mettant des cailloux noirs et on les retrouve pas tout le temps. Mais ce qu'il faut quand même que tu dises, François, c'est qu'en France, 0 pour le moment, ça va venir, mais quand même à l'étranger. En Italie, il y a une extension du réseau Fripon qui fonctionne vraiment sur le même système, et il y a
C'était le 1er janvier 2020, une météorite qui est tombée, qui a été retrouvée dans les quelques jours qui suivaient, en fait, par un promeneur, simplement alerté par nos collègues italiens. Et puis, nous, on a eu une chute en France le 27 février, qu'on n'a pas trouvée, mais le 28, en Grande-Bretagne, les réseaux de caméras, alors il y a une extension du réseau Fripon, mais il y a aussi d'autres réseaux de caméras, parce qu'on a mis toutes les données en commun. Ils ont dit qu'il y avait une météorite qui était tombée, celle-ci a été retrouvée en Grande-Bretagne, et en plus c'est une météorite d'un type rare. Vraiment une météorite très intéressante. Palacite ou un truc comme ça? Non, c'est une chondrite carbonée donc qui ressemble aux objets vers lesquels on a envoyé des missions. Les astéroïdes, là, en ce moment, on a envoyé une mission vers l'astéroïde Ryugu, qui est déjà revenu, puis une vers l'astéroïde Bennu, qui est en cours de route. Et les 2 astéroïdes qui avaient été visés, c'est des objets qui ressemblent aux météorites les plus primitives qu'on connaisse, les chondrites carbonées. Et là, il s'agit d'une chondrite carbonée qui est tombée. Donc c'est vraiment un objet super intéressant. Parce qu'une des idées de Fripon, c'est justement si on récupère une météorite, donc on est capable de reconstituer son orbite et de savoir d'où elle vient. Donc en fait, ça va pas marcher à tous les coups, mais on pourra trouver ce qu'on appelle le corps parent, c'est-à-dire le corps initial. Par exemple, la comète Swift-Tuttle pour les Perséides. Et il y a plusieurs objets comme ça, et donc on espère pouvoir remonter à cet objet et faire un peu comme une mission retour d'échantillon. Finalement, nous, on pourra dire cet échantillon, cette météorite, elle vient de tel objet. Ça a déjà été fait pour tout un tas de météorites identifiées, par exemple des météorites martiennes ou ce genre de choses, dont on sait qu'elles viennent du manteau de Mars. On a trouvé des fortes concentrations. C'est différent. Oui, alors c'est pas identifié de cette manière-là, parce qu'on n'a pas les trajectoires de ces objets. On les a jamais observés tomber, on n'a jamais reconstitué leur... Mais en revanche, c'est un certain nombre d'études sur ces objets, en particulier la nature de leur oxygène, parce qu'il faut quand même avoir bien présent à l'esprit que toutes les roches, c'est 50% d'oxygène. Donc s'il y a des variations dans l'oxygène, c'est vraiment quelque chose de majeur et de compliqué à faire. Disons par là que, comme on connaît leur origine, on a effectivement le côté retour d'échantillon. On déduit leur origine de leurs propriétés. On n'a jamais vérifié. Autant pour la Lune, on a des échantillons lunaires, on peut contrôler. Autant pour Mars, pour le moment, on n'a pas rapporté d'échantillons de Mars. Donc on n'a que des arguments indirects pour donner l'origine de ces météorites. La seule preuve presque directe qu'on ait, c'est que dans ces météorites, il y a des gaz rares qui sont piégés, qui sont les mêmes que ceux que la sonde Viking a mesurés dans l'atmosphère de Mars. Mais c'est la seule preuve qu'on ait. On n'aura de preuves que quand on aura vraiment rapporté des échantillons de Mars. Alors, un des derniers événements, c'était mi-juin. Vous avez observé quand même un bolide vers Montpellier, c'est ça? Oui. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a rien eu. En fait, on a fait quand même une recherche assez extensive. En fait, c'est sans doute notre meilleure recherche, là, parce que c'est tombé dans les vignes, là, les costières de Nîmes. Donc en fait, c'était assez facile à chercher, parce qu'en fait, on mettait une personne dans chaque rangée de vignes, et donc c'était assez facile à être relativement exhaustif en fait dans la recherche. Bon, il y a toujours des endroits où si ça tombe, on la retrouvera pas. Et puis il y a toujours la fin de journée qui est compliquée pour les chercheurs. Donc pour l'instant on l'a pas retrouvé, mais on va pas lâcher l'affaire, parce qu'en fait les vignes, l'intérêt c'est que c'est cultivé, c'est assez facile à... On a eu les autorisations pour y aller. Oui, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a tout un travail qu'on fait en amont pour obtenir les autorisations pour aller chercher. On ne déboule pas sur les terrains qui appartiennent à des gens sans leur demander la permission, sans leur dire qu'on vient, surtout quand on... là, en l'occurrence, la première journée de recherche, on était quand même... environ 80, on ne sait pas exactement combien on était, mais on ne passe pas inaperçu, il faut juste prévenir les gens. Et ça se passe très bien, franchement. La plupart des terrains, on a eu la permission de chercher, et même c'est intéressant parce que ça veut dire que les gens après, si on n'a pas trouvé, ils peuvent éventuellement trouver et nous signaler leur trouvaille. Ouais, tous les vignerons, ils voulaient faire des cuvées spéciales de météorites. Ah oui. Donc ils ont été un peu déçus, mais bon, on lâche pas l'affaire. Et qui participe à ça? C'est des géologues amateurs, des astronomes amateurs, ou des amateurs de balade? Ça peut être un peu n'importe qui, tous les gens qui sont un peu dans le réseau, qui suivent ce qu'on fait, c'est plutôt des gens qui sont localement. Et puis là, on a un très gros pôle sur Marseille, au laboratoire d'astrophysique de Marseille, et puis au CEREJ, donc sur l'OSU-PITEAS. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont venus, des chercheurs de ces labos, qui ont amené leurs familles, leurs amis, des étudiants. Donc là, pour le coup, c'est un labo qui a organisé, mais ça aurait pu être un pôle. La recherche à Aiguillon, c'était l'association à ciel ouvert qui est localement. Ça dépend de qui est local, qui est le plus près. Parce que c'est important quand même de se faire accompagner par des gens qui travaillent localement, parce que de toute façon, ça facilite les contacts. Bon, merci beaucoup, tous les deux. C'était parfait. Pour participer à ça. On incite tout le monde, effectivement, à aller observer le ciel
ce week-end-là, et ensuite à aller chercher les météorites sur place. Ah, et allez sur le site vigiciel.org, vous aurez plein d'autres informations sur s'il y a d'autres campagnes de recherche, vous pouvez vous inscrire, avoir une newsletter. Voilà. Donc vigiciel.org, et puis la chaîne YouTube de Ciel et Espace aussi, en même temps que cette chaîne auquel vous êtes abonné. Bah oui, j'allais dire, de toute façon, s'ils voient cette vidéo, c'est qu'ils sont qu'Astronogeek, abonnés. normalement, Ouais, voilà. ils connaissent déjà. Donc toute l'année, je vous dis de lever les yeux au ciel, soyez Astronogeek, machin, tout ça. Là, ce week-end, c'est le week-end de la nuit des étoiles, donc c'est le moment ou jamais de lever les yeux au ciel, d'être Astronogeek. Donc sortez, profitez-en, il n'y a pas loin de 200 clubs d'astronomes amateurs qui participent à l'organisation de la nuit des étoiles, donc il y en a forcément un pas trop loin de chez vous. Profitez-en, sortez, allez voir des bons gros télescopes, allez mettre les yeux dedans. Surtout si vous l'avez jamais fait, je vous garantis que c'est une expérience que vous ne regretterez pas. Alors, surtout Saturne, hein. Franchement, c'est tellement fantastique. Saturne et Jupiter. J'allais dire Jupiter aussi, oui. avec un peu de chance, la grande tache rouge sera du bon côté ce soir-là. Voilà. Donc, une fois plus que les autres, levez les yeux au ciel, soyez Astronogeek et à la revoyure.